consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. J'ai avec moi maître Philippe Porta-Balabatu qui a porté à ma connaissance que les lois doivent être promulguées par le roi. Donc tout ce qui a été voté après quelle année? C'est 48, c'est ça? 1848. Donc tout ce qui est après 1848 n'a aucune valeur, c'est ça? Je vais vous poser la question. Il y a le code le plus connu en France, c'est le code civil. Et le code le plus connu au monde, grâce à ça, c'est le code civil français. Le code civil, il a un article 1, qui est donc le premier des articles, qui dans son premier paragraphe, donc je me répète un peu, mais le code civil dans son article 1, premier paragraphe, dit que les lois doivent être promulguées par le roi. Alors, ça a été changé il y a quelques années, le troisième millénaire. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a eu la Révolution française. Après la Révolution française, il y a eu un débat. Il y a les rois qui sont le gouvernement légitime, c'est la République qui est le gouvernement légitime. Il y a eu un débat. Ce qui s'est passé, c'est que Bonaparte, qui est l'héritier de la Révolution, du directoire, du consulat, de l'Empire, a transmis officiellement tous ses pouvoirs à Louis XVIII. Que je sache, c'est aux accords de Fontainebleau. Donc si vous voulez, on a deux branches. Les royalistes disent la royauté c'est le régime légitime, et les républicains disent non, mais au final, Louis XVIII n'a pas été contesté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Bonaparte avait fait une rédaction du Code civil qui était les lois sont promulguées par l'empereur. Et Louis XVIII, qui a récupéré tous les pouvoirs, je dirais de Bonaparte, donc de la Révolution de la République et de Louis XVI, etc., Louis XVIII a changé le texte. Et donc, depuis 1815, de mémoire, la rédaction du Code civil, c'était les lois sont promulguées par le roi. Alors, au début, ça avait l'air d'être un gag, mais c'est un professeur de droit qui s'appelle le professeur Mainviel, qui, lors d'un colloque qui a été organisé par l'Association de défense des justiciables, a dit « Allez, on va chercher un Code civil ». Et on a regardé le Code civil. Il nous a dit « Regardez, les lois sont promulguées par le roi ». Alors, les avocats s'en sont servis et ont dit à des juges, mais monsieur le juge, regardez, les lois ne sont pas applicables puisqu'elles ne sont pas promulguées par le roi. Et le juge, c'était le conseiller Larquet de la cour d'appel de Pau, il a dit oui, mais j'ai regardé, mais effectivement, il y a quelque chose qui contre votre argument, c'est que la Constitution nous dit que c'est le président de la République qui promulgue les lois, c'est l'article 9. Donc on a mis toute une équipe de juristes à chercher et on s'est dit, on va aller voir le fond du problème. Le fond du problème, c'est quoi? Alors on nous dit, c'est la Constitution qui dit que, mais d'où vient-elle cette Constitution? Et là, ça devient intéressant. La Constitution de 1958, elle vient d'un référendum. Mais après, une fois qu'elle a été votée, il fallait qu'elle soit promulguée. Alors cette loi a été promulguée après, en 1958, donc, et ça donnait la Ve République. Mais elle a été promulguée par le président de la République, donc René Coty. Alors on s'est posé la question, est-ce que le président de la République, en 1958, avant que De Gaulle soit président, avait le droit de promulguer? Nouvelle recherche, et on a regardé, on a trouvé que, oui, il tenait ses pouvoirs en vertu de la Constitution de 1946. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que cette Constitution de 1946? Et là, les gens ont découvert quelque chose, c'est que cette Constitution de 1946, alors écoutez bien, on est en pleine actualité, c'est exactement ce qui s'est passé en Catalogne, à Barcelone, enfin en Catalogne. Alors, je ne vais pas prendre parti pour ou contre ce qui se passe en Catalogne, mais l'État espagnol a dit que le référendum organisé par un pouvoir légal, le pouvoir de la Generalitat de Catalunya, ce référendum, bien qu'autorisé par des pouvoirs légaux, bien qu'ayant une majorité, était un référendum qui était nul. Pourquoi? Alors, parce que l'autorité qui avait fait le texte du référendum n'avait pas le droit de faire ce texte de référendum. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé en 1946, on se dit, mais c'est vrai que le référendum de 1946, pour la première fois, les femmes ont pu voter, mais il y a un gros problème, c'est que qui a voté cette constitution, le texte c'est le Parlement. D'accord. Mais une fois que cette loi référendaire, c'est une loi référendaire qui contient le texte qui est soumis au référendum. Et c'est là qu'il y a la clé. Ce texte du
référendum de 1946, il a été promulgué par un certain Charles de Gaulle. Alors on me dirait, mais il n'y a pas de problème, président de la République. Non. Charles de Gaulle, il est président de la République en 1958. Mais en 1946, 45, quand il y a la prétendue promulgation, il n'est pas président de la République. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Il est quoi? Eh bien, il est rien. Et donc il fait la constitution de 46 sans être rien. Alors, il fait faire soumettre un texte, il le fait voter par une assemblée, mais il le promulgue, lui, Charles de Gaulle. Or, En son nom personnel. Alors en tant que président du gouvernement provisoire de la République française. D'accord. Mais les professeurs de droit, et là je m'adresse aux juristes, les professeurs de droit Boulouis et Pacté, dans leur traité de droit, deux professeurs différents, disent en 1945, c'est en 1945, le 2 novembre 1945, comme prévoit la Constitution de 1946, il y a deux gouvernements de fait, F-A-I-T. Donc un gouvernement de fait, c'est pas un gouvernement de droit. Et donc ils disent il y a deux gouvernements de fait, le gouvernement de Pétain et le gouvernement de Gaulle. Pour les juristes, comme en 1940, il y a eu les événements qui se sont passés, il y avait quand même un président de la République qui s'appelait Albert Lebrun, qui était président de la Troisième République. Alors, à supposer que ce ne fût pas le roi, sur le problème de la personne qui a pu promulguer la Constitution, le texte référendaire, avant le référendum et le texte, eh bien, ça ne pouvait pas être Charles de Gaulle, puisqu'il est défini comme un gouvernement de fait. Alors, ça aurait pu être éventuellement Albert Lebrun, président de la Troisième République, qui n'est pas aboli, et ça ne peut pas être Philippe Pétain qui est donné comme un gouvernement de fait par les professeurs de droit. Donc, c'est un gouvernement de fait qui a promulgué le texte de la Constitution de 1946. À partir du moment, le texte du référendum, je vais expliquer, il a été voté, mais ensuite, la promulgation n'a pas été faite. Alors, que vaut, d'après les professeurs de droit, la signature de Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, gouvernement de fait, par rapport à un code civil toujours en application et jamais décrié, qui dit que les lois sont promulguées par le roi. Donc il ne suffit pas d'être grand clair, et là je n'ai vu aucun jugement, aucun arrêt de juridiction française qui ait pu donner une réponse contraire à ce qu'on dit, c'est-à-dire depuis 1945, aucun texte de loi n'a été promulgué valablement. Légalement, voilà, légalement. C'est sûr, il eût fallu la signature. À la rigueur, on peut faire un débat, la signature d'Albert Lebrun, si vous voulez, de Gaulle n'est rien, si vous voulez, n'est qu'un gouvernement de fait en 1945. Donc la Constitution de 1945, de 1946, elle tombe à l'eau. Et comme la Constitution de 1958 se fait sur la base de la Constitution de 1946, alors c'est terrible, mais le professeur Vidal, dans le Dalloz de juin-juillet 1993, dit à propos d'un problème comme ça, c'est le cataclysme juridique. De loin, dit-il, de loin en loin, le cataclysme affecte ébranle tout le système juridique. Alors, moi j'avais un professeur qui s'appelait Louis Junier, à l'Institut d'études politiques de Toulouse, à Sciences Po Toulouse, qui disait on ne doit pas avoir la politique de l'autruche, qui est, certains diraient, mais c'est trop horrible, donc c'est pas vrai. Pas de dissonance cognitive, c'est la réalité. Voilà. Donc, alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'était depuis 1848 ? Mais parce que on s'est arrêté en 1945, mais en 1940, Albert Lebrun est président de la Troisième République. Mais la Troisième République, c'est depuis 1875, les lois constitutionnelles. Mais qu'est-ce qu'il pouvait promulguer Albert Lebrun, légalement, puisque, on y revient, l'article 1er, paragraphe 1 du Code civil, dit les lois doivent être promulguées par le roi. Donc on retombe en 1875. Et en 1875 ou 1870, c'est la fin de l'empire de Napoléon III. Et Napoléon III, qu'est-ce qu'il a pu promulguer comme roi ? Puisque c'est seul le roi qui pouvait promulguer. Donc c'est terrible. Donc on en revient à 1848. En 1948, il y a des élections présidentielles qui font la Deuxième République. Et c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui est élu président de la République, après il se proclamera empereur. Mais en 1848, qu'est-ce qu'il peut faire puisqu'il n'est pas roi ? Donc c'est quand même fou comme histoire. Donc la seule personne qui pouvait signer depuis 1848, c'était un roi.
Et depuis 1848, la chute de Louis-Philippe, il n'est pas tombé de cheval, hein, la chute du régime monarchique de Louis-Philippe, eh bien, il n'y a pas de signature de roi sur aucun texte. Alors, les éditions, et je crois que vous avez, cher ami, un document assez extraordinaire qui vient justement des éditions Dalloz, qui sont les plus connues, hein, celles qui font tous les codes civils rouges, Oui. où on voit que les éditions Dalloz disent effectivement, on n'a jamais changé le texte. Alors, ou on est dans un régime illégal qui ne tient pas compte des textes, ou on est dans un régime de droit. En fait, la démocratie qu'on nous présente maintenant, où elle viole les lois, où elle ne tient pas compte des textes, donc où on est dans un régime dictatorial qui ne considère pas les textes de loi applicables, alors que le Code civil, article 1, premier paragraphe, c'est le texte de base plus connu dans le monde entier. Il n'est même pas respecté. Donc depuis 1848, il n'y a pas de loi qui soit applicable. Alors c'est terrible, c'est terrible. Donc on peut aller au tribunal en leur disant ça et donc ils auront aucun contre-argument en fait. Non, ils ont, alors c'est ce qu'on appelle à la Cour de cassation, ils ont des simulacres de motivation. Des simulacres, c'est-à-dire l'homme avait un pantalon rouge, donc c'est lui qui a volé l'argent. Alors c'est écrit, en conclusion, il sera condamné. Mais l'argument ne tient pas, c'est comme si, moi je dis souvent aux enfants, mais regardez, Socrate a 2 yeux, un chien a 2 yeux, donc Socrate est un chien. Comme vous êtes Le raccourci de pensée quoi. Voilà, raccourci de pensée, dissonance neuronale. Dissonance cognitive. Cognitive, voilà. Donc alors, après, il se pose notre problème, c'est que beaucoup de gens ont surveillé ce qui se passait et se sont rendus compte que il y avait un problème. Donc les magistrats n'ont pas pu prendre de décision argumentée. Donc c'est le gouvernement, le ministère de la Justice, le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, qui a changé l'article 1 du Code civil. Il a mis quoi dedans? Il a marqué, il a enlevé que c'était promulgué par le roi ou le président de la République. Mais il n'a pas le droit de faire ça, parce que ça doit être promulgué par le roi. Ah ben voilà, j'allais le dire, mais vous m'avez soulevé l'argument, mais c'est tout à fait ça. De quel droit peut-il le faire? Puisque d'abord il fait partie d'un gouvernement illégitime, et deuxièmement, lui-même n'a pas la capacité. C'est ça. Il faut lui ou qui c'était le temps d'un Raffarin, c'était Sarkozy ou je sais plus, voilà. Non mais bref, en fait là, tout ce qui sort là, toutes leurs fausses lois là, tout, c'est bon à mettre à la poubelle. Mais c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça, reportez-vous au Dalloz, SIRE, S-I-R-E-Y, de juin-juillet ou septembre 1993. Il y avait un article du professeur Vidal de la faculté de Montpellier qui dit « De loin en loin, le cataclysme affecte tout l'édifice juridique ». Bon bah, je te remercie infiniment pour cette petite interview. Et puis les lois doivent être promulguées par le roi. Voilà. Il faut que ça se sache. Voilà, moi j'ai offert une caisse de boisson, une caisse de chocolat, celui qui pourra trouver une démonstration valable, mais personne n'a réussi. Et les magistrats, alors ce qui est intéressant, c'est un clin d'œil que je donne, c'est que les magistrats qui sont très embarrassés, certains qui ne veulent pas répondre, eh bien, ils nous donnent raison. Et il y a une jurisprudence du coup? Ah ouais, alors là c'était sur une question publication, promulgation. La cour d'appel m'avait libéré un gars. Alors j'espère pas être trop long, mais c'est un gars qui était en prison, donc il était à la chambre d'accusation, ça s'appelait à l'époque chambre d'instruction maintenant. Et puis nous on va à l'endroit où on se réunissait d'habitude et pour dire bon on ne sait pas s'il pourra sortir, machin, etc. Et puis on voit arriver le gars. Je me dis, qu'est-ce que vous faites? Et ils m'ont libéré. Et moi j'avais invoqué ce problème de publication, de promulgation. Et la juge, au lieu de répondre à mon argument, a répondu correctement, a répondu n'importe quoi, mais a libéré le gars. On n'allait pas faire un mouvement de cassation. Donc ça nous a fait gagner. Voilà. Ouais, parce que sinon ça aurait fait une jurisprudence. Voilà, bonne analyse. Voilà, bonne analyse. Okay, voilà, mais suite au prochain numéro, j'en ai d'autres comme ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, je te remercie infiniment pour ton attention et si tu as trouvé cette vidéo pertinente, n'hésite pas à liker et partager au plus grand nombre parce que tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers. Alors, non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.